Laurent Roland Toniquez, bonjour. Ahmed Arikpa, amis téléspectateurs internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, bonne nouvelle pour les populations qui se plaignent depuis peu par rapport à cette opération de répression des infractions liées au code de la route. L'amende pour non-port de casque passe désormais de 10 000 francs à 5 000 francs CFA. Oui, il faut se réjouir de ce que, oui, ça passe de 10 000 à 5 000 francs CFA. Moi, j'aurais aimé qu'on annule carrément le paiement d'un montant et que peut-être ce soit subordonné par une exigence de l'achat. La présentation d'un casque, d'accord, dans une certaine mesure. Et dès lors que la personne amène un nouveau casque, on écrit son nom dessus avec un outil. Et, en tout cas, pour effacer, ça va être difficile d'effacer plus tard, quoi. Je crois qu'on peut faire ça parce que vous rappelez que vous vous souvenez que j'ai rappelé le mode opératoire qui a eu lieu au Togo. Au Togo, par exemple. Et donc, ça n'a pas rendu difficile la tâche aux citoyens. Donc, dans une situation de morosité économique, dès lors que vous faites une répression pendant une durée donnée et que les gens ont payé 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, donc autant de fois, on n'est pas là pour faire le calcul ce que la police a pu récolter pour les caisses de l'État, mais bon, la manne n'a pas été moins importante, hein, de toute façon. Donc, je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, oui, on peut trouver la formule de demander maintenant, dès lors qu'on vous arrête, vous allez présenter le casque. Et dès lors qu'un usager est sur une moto, il n'a pas son casque, on le descend, on laisse le conducteur partir. Parce que c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup, moi j'estime que c'est une injustice. Quand vous me remarquez, vous êtes conducteur de taxi-moto, vous remarquez un client indélicat. Hier, j'ai vu la scène en allant à Cotonou, une dame qui était sur Zim derrière. Et donc, le Zim ignorant ne sait pas comment la dame se comportait derrière, parce que la dame, au lieu de serrer, n'a pas serré. Elle a gardé ça comme ça seulement avec une main, et donc elle n'a pas serré. Du coup, si on les arrête maintenant, c'est que c'est les Zim qu'on doit faire baliser. Alors qu'en réalité, le Zim qui conduit à un moment donné est censé être concentré sur son trajet. Donc, ne peut pas savoir ce que fait l'usager derrière ou le client derrière. Donc, il faut trouver un ensemble de mécanismes pour alléger la tâche aux citoyens. Donc, dès lors, bon, 5 000 francs, d'accord, espérons que d'ici là, qu'on annule même les 5 000 francs et que ce soit subordonné à la présentation d'un casque. Mais dès lors aussi qu'on arrête un zémidian et que c'est le client qui n'a pas mis son casque, en tout cas bien mis son casque ou n'a pas mis le casque, on descend le client. On exige au client de payer aux Zim et on dit aux Zim de continuer son chemin. Que ce soit un manque à gagner pour le client, pour que d'autres clients soient davantage disciplinés. En tout cas, un ouf de soulagement, c'est ce qu'écrit à ce sujet. Oui, c'est quand même un bon début, parce que 10 000 à 5 000 francs, c'est quand même quelque chose. Mais comme je le dis, souhaitons que dans les prochaines semaines, qu'on essaie de réduire ça et que ce soit subordonné carrément à la présentation d'un nouveau casque. Allez, les doléances donc des populations qui ont été entendues, en tout cas sur ce sujet, enfin peu ou prou sur le sujet. Oui. Un autre sujet maintenant par rapport auquel eh bien, les populations ont des doléances, c'est à la une du quotidien La Nouvelle Génération, c'est tout près de nous, à Diagbo, tronçon Cotonou, à Lada, démolition de 16 bâtiments dont des boutiques. Les populations dénoncent une démarche inhumaine. Elles appellent Patrice Talon à intervenir en leur faveur pour une issue équitable à la situation ainsi créée. Le problème, je crois que vous et moi, nous empruntons ce tronçon chaque jour et nous avons pu voir que beaucoup réellement de boutiques ont été cassées, beaucoup d'infrastructures de bâtiments cassés dans une certaine mesure. Donc oui, la raison fondamentale, c'est les travaux de la voie. Donc dans une certaine mesure, il fallait que les populations puissent céder le passage, en tout cas céder de l'espace pour qu'on puisse conduire à bien ces travaux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'au moment où on faisait cette voie, des gens avaient été cassés, qui vous souviennent. Et donc on avait cassé les gens et puis on avait fait les travaux. Et je ne comprends pas pourquoi maintenant, quand on veut reprendre le travail, il faut encore casser les gens. Bon. Maintenant, là n'est pas le problème. C'est bon de casser parce qu'on veut faire une infrastructure de qualité, on veut élargir la voie, je suis d'accord. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on a pris les dispositions pour dédommager les gens? Parce que c'est de ça qu'il est question le plus important. Parce que quand vous investissez et qu'à un moment donné, vous avez déjà
reculer d'un certain nombre de mètres, en cédant un certain nombre de mètres à l'État pour la réalisation de la voie, et que des années plus tard, on vous demande de casser encore, de reculer, c'est que c'est des dépenses que vous aviez faites, et donc c'est des pertes énormes pour les propriétaires. Est-ce qu'en l'état aujourd'hui, l'État, en tout cas le gouvernement a pris les responsabilités, les dispositions pour dédommager ces personnes qui sont propriétaires de ces maisons. Qui sont dans leurs droits, parce qu'après, vous savez, on connaît à peu près, enfin, on connaît un peu les habitudes. Hein, on connaît le discours. Enfin, je parlais des habitudes des populations. Parfois, on sait très bien que on construit sur l'emprise de la voie, mais on s'entête à le faire à partir du moment où les travaux ne sont pas encore arrivés. Non, mais quand vous regardez le côté... Parce que le côté, justement, dont on parle, c'est le côté où la voie a été construite il y a quelques années. Oui, c'est même des deux côtés. De l'autre côté aussi, les gens sont cassés. Aussi, il y a des travaux mais de l'autre côté, par exemple, oui, c'est ce que moi je ne comprends, parce que là où il y a une voie principale, nous passons, c'est qu'à un moment donné, les gens veulent reculer. Ils veulent faire les voies. Donc, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on se réinstaller, ça, on ne sait pas. Donc, oui. Ça, on ne sait pas. Oui, mais de toute façon... C'est le propre du béninois de s'entêter. Oui, c'est possible. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas... Voilà, si ce n'est pas le cas, alors il faut les dédommager. C'est très important de le dire. Laurent Roland, Anthony Guess, on reste de cœur, en tout cas, avec toutes ces personnes, voilà, dont les bâtiments ont été cassés. Espérons que cet appel donc, de la nouvelle génération soit entendu, que les appels de ces populations soient entendus, pour que quelque chose soit fait dans l'immédiat, surtout quand on connaît un peu le contexte actuel. Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui sont en attente d'être dédommagées. Quand vous allez au niveau du marché de gros à Kassato, quand vous allez à Fidjiousset, il y a beaucoup de personnes qui sont en attente d'être dédommagées. Donc à cette liste s'ajoutent ceux-là dont on parle ce matin. Vivement que l'État fasse quelque chose, parce que vu la morosité économique, les difficultés qui se présentent à tel ou tel citoyen dans une certaine mesure, il faut au plus vite agir. Il faut agir très rapidement. Allez, agir ici aussi, et on reste de cœur également avec ces populations, celles de Soava. Respect strict des mesures de prévention avant tout embarquement. L'appel de l'honorable Major Zanon face au drame lacustre. Est-ce que à l'heure actuelle, est-ce qu'on doit continuer toujours à faire des appels? Non. L'appel du député Jean-Major Zanon, moi je pense que non. Il faut aller au-delà de l'appel maintenant, il faut agir. Et je l'ai rappelé pour dire, agir en ce sens que quand je regardais la vidéo de ceux qui sont décédés, parce qu'il y a une vidéo qui a circulé, il y a vu comment les gens ont été repêchés, ça fait peur en réalité. Et donc, quand le gouvernement a un projet ambitieux et dit révéler la cité lacustre de Granville, et que en l'état, avec l'ambition du gouvernement, les actions qui sont menées dans cette localité, on en arrive à dénombrer des morts de cette manière aussi banale. Quelle confiance vous donnez aux touristes qui auront envie de venir découvrir cette localité que nous appelons communément la Venise africaine? Et donc, si on veut révéler Granville, on doit prendre des mesures pour prévenir les cas de noyade aussi banal que ce soit, tel qu'on l'a vu dimanche dernier. Vous imaginez, le député qui parle était maire de la commune d'Abomey-Calavi, de Soava. Quand il était là, combien de gilets, comment vous appelez, de sauvetage il a acheté, il a mis à disposition de l'ambassadeur d'Abomey-Calavi. Commençons par là. Moi, je ne suis plus dans les discours. Dépassons les discours. Allons au concret. Agissons pour la population. Quand il était maire, combien de gilets de sauvetage a-t-il pu acheter pour sa communauté? Il est opérateur économique. Combien de gilets de sauvetage, en tout cas, a-t-il acheté pour sa communauté en tant qu'opérateur économique, en tant que maire et aujourd'hui en tant que député? Il faut aller au-delà des discours. Le discours, d'accord, mais l'action est plus importante que toute chose. Parce que quand vous allez à l'embarcadère de Calavi aujourd'hui, et je le dis, on peut aller vérifier. Quand vous embarquez, vous voyez les gens embarquer. Autant de personnes embarquent sans gilet de sauvetage. Et pourtant, vous savez que c'est un risque que les gens prennent dans une certaine mesure. C'est des choses à régler. Donc, la meilleure chose à faire, c'est qu'il interpelle le gouvernement, en tant que député de la localité. Interpelle le gouvernement, demandez à ce que, désormais, chaque usager, en tout cas passager dans une barque avec son gilet de sauvetage. Ceux-là qui sont décédés, c'est les gens de la localité.
Et pourtant, ils savent nager, ils sont nés sur l'eau, ils savent bien nager. Mais dans des situations données, vous ne pouvez rien faire, surtout quand il y a un vent violent, une tempête dans une certaine mesure. Et vous voyez comment ces personnes sont mortes. Donc, si ces personnes avaient au moins de gilets de sauvetage, le risque, en tout cas, le bilan ne serait pas aussi élevé. Donc, moi, je dis à l'honorable ce matin, avec tout le respect, ce n'est plus le discours. On aura passé à l'action. Combien de gilets de sauvetage êtes-vous prêts à acheter à vos populations? Ceux qui ont voté pour vous pour que vous soyez maire, ceux qui ont voté pour vous pour que vous soyez député. Et qu'est-ce que vous faites par rapport au gouvernement? Interpellez le ministère de l'Intérieur pour dire oui. Mais quand vous êtes touriste à Médarekpa et que vous devez venir au Bénin, je suppose le mois prochain, que vous dites que vous devez aller à Ganvier, mais que par la force des choses, vous êtes en France, au Canada, et vous voyez qu'il y a un vent qui a soufflé sur le lac et que 7 personnes sont ou 6 personnes décédées. Parce qu'après, non. Mais oui, déjà. Voilà. Donc, et quand vous apprenez ça, est-ce que vous aurez le courage de venir là? C'est déconcertant, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Ce n'est plus le discours. Allons aux actions. Trouvons les moyens pour sécuriser les populations. Au niveau des bacs, le nombre de personnes qu'on prend dans les bacs, il faut harmoniser ça. Et j'ai dit, mettons maintenant désormais l'ambassadeur de Calavi et l'ambassadeur d'Akasato, des policiers fluviaux dans une certaine mesure. Il y a la police fluviale, on nous a dit. Mais où ils sont où? Ces agents, qu'on les mette au niveau des embarcadères, qu'ils essayent de réguler le nombre de passagers par bac. On commence par là. Exiger le port du gilet de sauvetage à tout citoyen qui veut aller à Ganvier et autres. Même si les gens, il a une certification en natation dans une certaine mesure, il faut lui exiger ça. Parce que quand la tempête commence sur un cours d'eau, c'est difficile de gérer. Réglons des problèmes comme ça. Nous voulons régler la localité, mais nous ne prenons pas les mesures basiques. Et après, on dit, on lance appel là, au respect de quoi? Quand l'eau, c'est difficile de se maîtriser, même si vous êtes un certifié en natation, c'est difficile de contrer les affres de l'eau, surtout quand il y a une tempête. L'appel de l'honorable Jean-Major Zanon, en tout cas face à ce drame lacustre, qui invite au respect strict des mesures de prévention avant tout embarquement. Alors on sait que c'est un monsieur qui a la main sur le cœur et qui a coutume justement de venir en aide aux populations de il y a plusieurs aides que les politiques accordent aux citoyens. Bien sûr, donc on va souhaiter. On va souhaiter. Je vais bien le voir dans les prochains jours. Et je n'en doute pas d'ailleurs, je n'en doute pas. Je suis sûr qu'il le fera. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il le fera. Voilà. C'est un monsieur qui a la main sur le cœur. Voilà, c'est un monsieur qui a la main sur le cœur. Il faut que s'ils n'ont pas les moyens, qu'ils fassent appel aux partenaires. Voilà. Les partenaires, je suis sûr qu'il y a plusieurs organisations dans le monde qui seront prêtes à aider à avoir 500 gilets de sauvetage, 400, pourquoi pas, dans certaines mesures. Il le faut vraiment. Ça nous permettra de révéler véritablement cette cité qui fait notre fierté. C'est à Ganvier justement où on annonce bientôt un système d'épuration des eaux usées domestiques. Autorisation de mission d'études complémentaires par le gouvernement. Oui, c'est très important parce que avec les eaux usées dans cette localité, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens font tout dans l'eau. Et c'est la même eau qu'ils utilisent dans une certaine mesure. Donc, il faut trouver un mécanisme pour évacuer les eaux usées dans une certaine mesure, pour ne pas continuer à polluer le lac. Dans une certaine mesure. Donc, oui, c'est un bon projet, il faut encourager pour que nous puissions avoir, puisque vous allez... J'ai eu la chance d'aller au moins dans 2-3 pays du Bénin en tout cas. Et j'ai vu ce qu'on appelle lac. Vous êtes au bord de l'eau comme ça, vous voyez le fond de l'eau. L'eau est tellement claire, limpide que vous voyez même les cailloux au fond de l'eau. Vous voyez même les poissons circuler au fond de l'eau. Par contre, aller à l'Ambacadé là. C'est trouble. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et d'ailleurs, même les gens, ça c'est les déchets là déjà. Quand vous allez même dans Ganvier, en tout cas, voir également, vous n'avez pas la possibilité de voir le fond de l'eau. Donc il y a un problème à régler. Et il faut éviter que les déchets, les déchets de toute catégorie soient déversés dans le lac. Il faut trouver une manière pour drainer les eaux usées. Ça permettra d'avoir une eau de qualité et puis ça permettra aussi d'avoir de l'eau de qualité pour élever les poissons parce que dès lors que l'eau est polluée, que nous avons les poissons que nous mangeons, c'est que indirectement nous contractons des maladies. C'est une menace pour notre santé, c'est une menace pour l'écosystème dans une certaine mesure. Donc il y a un certain nombre de travail à faire en la matière. Travaillons-y et faisons en sorte que, oui, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'on soit fiers de ce que, oui, on a pu assainir ce milieu et que l'écosystème, tout va bien et que les poissons que nous consommons à travers ce lac-là, oui, c'est des
poissons qui nous garantissent une santé dans certaines mesures, je crois que c'est une initiative à saluer et à encourager. Allez, un mot de politique. Laurent Roland-Tononiquez avec le quotidien Matin Libre. Union au sein de l'opposition politique. Et si Nicéphore Soglo était le réunificateur? Possible. Nicéphore Soglo réunificateur, c'est possible parce qu'on sait très bien que il a été l'opposant éternel de tous les régimes pratiquement. Il a l'expérience. Après son mandat, voilà. Il a l'expérience de l'opposition. À l'opposé de l'autre qui, à un moment donné, a dit que lui ne peut plus continuer à faire l'opposition, qui s'est arrangé du côté de l'OM là-bas, de toute façon. Lui, au moins, c'est qu'il est resté opposant. En tout cas, pratiquement à tous les régimes. Il est resté opposant de Mathieu Kérékou. Bonia y est arrivé, il a combattu également en tant qu'opposant au début, même si c'est lui qui a positionné Bonia à la BOAD, il a été son premier opposant. On a pu voir ce qui s'est passé. Patrice Talon, c'est lui qui nous a dit que c'est la meilleure personne, pendant que son fils, Léadi, faisait des insultes de l'autre côté, Daliou était ailleurs. Et puis après, c'est encore lui qui est devenu opposant. Même si lui a la chance d'être reçu au domicile de Patrice Talon, c'est qu'au moins, il reste toujours opposant. En tout cas, il n'a pas encore changé de courant. Et donc, oui, peut-être que lui, il a les éléments de travailler à la réunification de l'opposition, attendant de voir si ça va marcher. L'essentiel, c'est que les opposants doivent pouvoir, à chacun, en ce qui les concerne, taire son ego et accepter, sacrifier quelque chose. J'ai toujours rappelé un exemple très important. Adama Barrow en Gambie face à Yaya Jammeh. Il a fallu que les opposants, à un moment donné, acceptent de taire leur ego, de se mettre ensemble pour soutenir, en tout cas pour proposer Adama Barrow comme candidat de l'opposition pour venir à bout de Yaya Jammeh qui n'était rien à mettre avec une dictature qui ne dit pas son nom pendant des années. Et donc, si vous voulez venir à bout d'un système comme celui de Patrice Talon, ce n'est pas en rang dispersé que vous le ferez. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas s'entendre et qu'ils vont partir en rang dispersé, l'autre fait son discours de l'autre côté, attaque l'autre courant de l'opposition. Encore que dans l'opposition, il faut qu'on le rappelle à nos téléspectateurs, il y a les opposants modérés, il y a les opposants de construction, lui qui a disparu des radars, Soumane Toleba, qui était pratiquement le premier avec qui on a créé FCDB pour faire disparaître FCBE, ça n'a pas marché. Il a tout fait, mais il n'a pas résisté au temps. Il est devenu l'homme de lui-même dans une certaine mesure. On a pu voir l'opposant de principe qui finalement a fini par rejoindre l'Union progressiste de renouveau. Je vais parler de Agossa. Bon, finalement, son alter ego Colistier pour 2021 est de l'autre côté du bloc républicain. Donc, l'un dans l'autre, c'est tout un mélange dans une certaine mesure. Et chacun, malheureusement, comme je le dis, les acteurs politiques, c'est des intérêts, ce n'est pas une idéologie. Et donc, aussi longtemps que les gens essayons de réfléchir intérêts, notamment au sein de l'opposition, ils ne vont pas s'entendre. Et puis, le tapis rouge est là pour le pouvoir en place de continuer en 2026. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas à nous. Dynamisme Info écrit ce matin, Laurent Roland-Tononiquez colloque sur le code électoral, l'Église catholique dans une démarche préventive très responsable. Et pendant ce temps, sur le même sujet, le Béninois libéré écrit « Malgré les divergences et défections au sein des participants, la CEB organise son colloque de la honte. » Et que dire du grand regard? Colloque sur le code électoral que gêne la démarche du clergé catholique. J'ai lu ce matin, quand je me suis réveillé, d'abord j'ai vu l'article du Béninois libéré depuis hier déjà, j'ai lu un peu, j'ai eu mal au cœur. Mal au cœur en ce sens que je me demande qu'est-ce qui motive un tel titre pour lequel le journal écrit contre l'Église catholique. Les acteurs religieux, les leaders religieux sont les garants, en tout cas les derniers recours quand nous voulons, dans une certaine mesure, travailler pour la préservation de la paix. Et quand les acteurs politiques, toutes catégories confondues, ils ont un problème, ils passent notamment voir les leaders religieux, notamment l'Église catholique. Et parmi eux, ceux qui se réclament catholiques, pour aller discuter et essayer de calmer les uns les autres pour que tout aille pour le mieux. Mais quand vous en arrivez à voir que c'est des journaux qui,
des journalistes qui s'attaquent à l'initiative de l'Église catholique, vous posez la question de savoir pourquoi cet état de choses. L'Église catholique n'est pas dans une démarche de conflit ou de crise. Bien au contraire, ce que fait l'Église catholique nous amène à prévenir les crises. Et donc, quand l'initiative nous amène à prévenir les crises, nous devons peut-être encourager cela et attendre quelles seront les résolutions, les conclusions de ce colloque dans une certaine mesure pour maintenant tirer nos conclusions. Nous ne savons pas ce que les gens veulent faire. D'abord, nous avons une idée de ce qu'ils veulent faire, mais nous ne savons pas le contenu, mais déjà, nous essayons de juger. Et on dit que des confessions religieuses se seraient opposées à cela, certains acteurs de la société civile ou certains partis politiques se seraient opposés à cela. Oui, c'est de bonnes guerres. Personne, rien n'a fait, en tout cas, aucune décision n'a jamais, en tout cas, fait l'unanimité. Donc, dans une certaine mesure, comprenons que, oui, des gens puissent vouloir s'attaquer à l'Église catholique. Mais je voudrais aussi rappeler aux leaders de l'Église catholique que c'est plus que jamais le moment pour eux de bien faire les choses. Justement. Bien faire les choses pour que les populations comprennent qu'ils étaient dans une démarche authentique qui préserve la paix, qui garantit le vivre ensemble. Plutôt que aussi de se lancer dans ce que je peux appeler les invectives. On ne leur connaît pas ça. Non, je pense que oui, l'Église ne connaît pas ça. Pour être assez modéré. Quand je vois les journaux écrire ça, je veux bien voir la position du président de l'Assemblée nationale qui est membre de l'aumônerie des cadres de l'Église catholique. Est-ce qu'il sera à ce colloque? J'attends de voir. Parce que de ce dont nous parlons, ça dépasse une seule personne. Ça dépasse l'ego d'une chapelle politique. Ça dépasse l'ego d'un système politique. C'est pour le Bénin. Parce que nous tous qui sommes là, nous sommes appelés à partir un jour. Mais quand nous allons partir, qu'est-ce que nous allons laisser en héritage à nos enfants? Donc, les acteurs politiques qui sont là, en train de faire leur temps, qui vont partir à un moment donné, qu'est-ce qu'ils veulent nous laisser comme modèle politique? Et l'Église catholique, les confessions religieuses, l'Union islamique, les confessions religieuses traditionnelles et autres, la chefferie traditionnelle, merci, ils sont là pour nous rappeler à l'ordre, nous rappeler ce que nous devons faire. Nous rappeler à l'ordre pour nous dire, attention, ce chemin que vous êtes en train de prendre, ce n'est pas bien. Faites les choses comme ça, ce serait mieux. C'est de ça qu'il est question. Donc, à tirer sur l'Église catholique tel que je le vois depuis hier, j'ai mal au cœur, je me dis, mais est-ce que, en tant que journaliste, nous sommes substitués en acteurs politiques pour juger les gens? Parce qu'en réalité, je sais que ce que fait l'Église catholique n'est pas du goût d'une certaine chapelle politique. Parce que ça contribuera certainement à soulever les insuffisances du code électoral, à montrer les faiblesses et même les forces, même s'ils doivent parler des forces, ils vont beaucoup plus soulever les faiblesses également. Et donc, ça n'arrange pas une certaine chapelle politique. Est-ce que ces journalistes veulent se substituer à cette chapelle politique-là au point de s'attaquer comme ça à la conférence épiscopale? Je pense que nous devons nous rappeler notre mission en tant que journalistes. Nous devons nous rappeler, communiquer d'accord, informer d'accord, mais faire attention à tout ce que nous disons sur les autres. Parce qu'à un moment donné, écoutez, tous ceux qui écrivent sur l'Église catholique, mais quand ils seront en difficulté, même l'Église catholique peut intervenir pour eux. Dès lors que vous commencez par les attaquer, est-ce que c'est bon pour l'avenir? Ce n'est pas bon pour l'avenir. Allez, dans un autre registre, Laurent Roland-Anthony, pour peut-être finir, lutte contre le blanchiment de capitaux au Bénin, l'État crée un registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur de l'immobilier et du foncier. Oui, vous êtes dans un pays, déclarez tout ce que vous avez. Il n'y a pas de débat. Si vous savez que vous avez tel bien, déclarez, vous devez déclarer. Si vous ne déclarez pas et qu'on découvre que vous cachez, c'est que on vous appliquera la rigueur de la loi. J'ai déjà dit qu'il y a quelques mois en arrière, les députés sont retournés à l'Assemblée nationale et ont revu les dispositions en tout cas, on fait une relecture, on a actualisé le code, la loi sur le blanchiment des capitaux. Donc, tout le monde doit pouvoir être prêt pour déclarer tout ce qu'il a. Et si vous déclarez tout ce que vous avez, vous devez indirectement déclarer ce que vous faites, parce que quand vous déclarez... justement, en fait... Avoir tout cet avoir. Voilà, parce que... tous ces avoirs. En fait, ça est banal, Ahmed Arekpa. C'est-à-dire qu'on vous dit de déclarer tout vos biens, vous déclarez. Oui, après, il faut justifier. Mais après, maintenant, vous déclarez tout ça, vous devez justifier. Parce qu'on a dit lutte contre le blanchiment des capitaux. Voilà, donc, le terrorisme. Si vous êtes comme un journaliste comme moi et que vous avez
le salaire, le niveau de salaire. Donc et que même si vous avez une activité secondaire, on connaît ce que vous pouvez gagner approximativement. Mais que vous roulez une voiture de 12 millions et que vous avez une maison qui coûte 25 millions ou 15 millions, alors que vous n'êtes pas héritier, tout comme moi, où je n'ai pas d'héritage, malheureusement, ou heureusement pour moi, ça m'a permis de me battre d'ailleurs, dans une certaine mesure. Quand vous n'avez pas d'héritage, et qu'on sait que vous n'avez pas d'héritage, on sait que vous ne faites pas autre chose que de venir parler sur un plateau de télévision pour dénoncer, apprécier, attaquer dans une certaine mesure, et qu'on vous voit dans un luxe insolent. Vous êtes interpellable. Interpellable, merci beaucoup. Donc, d'abord, vous déclarez votre maison, et puis vous déclarez tout ce que vous avez réalisé comme foncier. Ce que vous avez eu comme héritage. Bon, maintenant, comment est-ce que vous les avez eu? Vous devez pouvoir expliquer. Expliquer. Maintenant, là, en fait, c'est toute une chaîne. Hier, j'ai ri en suivant un peu l'actualité. Dans d'autres groupes, je riais et dit, mais quand vous déclarez tout ce que vous avez, comment est-ce que vous avez pu l'avoir? Vous devez justifier. Ça veut dire que vous avez une activité, vous avez une entreprise. Vous avez déclaré, parce qu'à un moment donné, vous avez tellement de biens que vous avez été pour déclarer devant ceux qui vont vous interpeller que voilà comment vous avez fait. Vous serez obligé d'arranger les chiffres pour dire, au cours de 2015, là, j'ai fait un chiffre d'affaires de 500 millions. Les impôts. Vous avez fait un chiffre d'affaires de 500 millions et en 2022, vous avez fait un chiffre d'affaires de 1 milliard, d'accord? On va retourner voir le service des impôts pour voir si en 2022, là, vous avez eu un chiffre d'affaires de 1 milliard. Est-ce que vous avez payé l'impôt qui correspond à un chiffre d'affaires de 1 milliard? Donc, si vous n'êtes pas repêché de l'autre côté, c'est que sur la question de la fraude fiscale, vous pouvez être interpellé. Donc, écoutez, faites les choses normalement. Et là, vous serez à l'abri des représailles. C'est pour ça que le régime de la rupture est un régime formidable. Il y a de la suite dans les idées, à chaque fois. Il y a une suite. Il y a de la suite dans les idées, à chaque fois. Au-delà de tout, je suis d'accord. Moi, je suis formellement d'accord sur la question. Je ne comprends pas qu'on norme. Parce que, en fait, ce qui est bien, le gouvernement a commencé, mais après, ça va rattraper les membres du système en place aussi. Forcément. Donc, personne n'est à l'abri. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne serai pas... Personne n'est à l'abri. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, je ne serai pas contre qu'on attaque, qu'on interpelle les gens. Ceux qu'on nomme et du jour au lendemain construisent 2 immeubles, 3 immeubles là, doivent pouvoir me dire combien ils ont gagné. Doivent répondre. En fait, vous, quand vous imaginez, vous allez dans cette localité, l'argent qui doit servir à faire de l'eau, à donner de l'eau aux populations, quelqu'un a détourné ça et vit dans le luxe insolent. Pendant que les populations doivent attendre autour d'un petit trou pour prendre de l'eau avec de l'eau sale et aller boire ça ou préparer avec ça, ça fait mal. Quand vous voyez l'argent qui doit servir de construction de salles de classe ou bien de centres de santé dans les localités, quelqu'un se met à Cotonou, fait des signatures et prend l'argent là dans sa poche parce qu'il veut assurer un avenir pour ses enfants et on vit dans un lieu insolent pendant que les autres souffrent là-bas. Je crois que chacun doit pouvoir répondre à tous les niveaux. Seulement que cette lutte ne soit pas tout comme une chasse à la sorcière. Une chasse aux sorcières. Merci à vous, Laurent Roland Antonin-Iquez. Mouvement de protestation au ministère de l'Agriculture. Les agents au chômage à l'avènement de talents réclament leur réintégration. 10 secondes. Le Sinatrader, qu'il vous souvienne, je l'ai rappelé, ça fait depuis 2016-2017 qu'ils sont en train de faire ce mouvement de grève. Nous avons eu la chance de couvrir plusieurs fois le reportage, le mouvement de grève. Et malgré ça, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, beaucoup parmi eux n'ont pas été intégrés. Des gens ont dû laisser pour aller chercher job ailleurs, ils sont en train de travailler ailleurs, mais d'autres n'ont pas pu trouver autre chose parce que c'est ce qu'ils ont appris dans les lycées. Ils ont appris à faire l'agriculture. Et leur rôle, c'est d'aller dans les ATDA pour travailler. C'est des agents qui sont dans le service du ministère de l'Agriculture, mais qui malheureusement ont été remerciés de la plus banale des manières. Donc je pense sincèrement qu'il faut que l'État revienne sur ces cas, parce que tout récemment, ils ont pu réintégrer ceux de l'enseignement ceux de l'enseignement qui avaient été suspendus. Donc s'il y a la possibilité de les réintégrer, il faut les réintégrer. D'ailleurs que là maintenant qu'on a besoin de beaucoup plus de production de maïs, riz et autres là, on a besoin de sur le terrain. Donc prenez-le s'il vous plaît. Merci à vous, Laurent Roland Antonin-Iquez.